Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de cette intersaison avec tous les différents bilans des franchises NFL. Le 17e épisode, pardon, parce que le 16e est déjà sorti. Donc on est au 17e et on va parler aujourd'hui des Cincinnati Bengals. Pour cela, je suis d'abord accompagné par Jérôme. Salut Jérôme. Salut Alex, salut à tous. Je continue ma série d'équipes de l'AFC. Je ne viens que quand c'est la conférence qui concerne mon équipe préférée. Voilà, c'est mon nouveau critère. Tu fais bien. Et puis comme le début d'épisode a été un peu raté, c'est parfait pour la saison des Bengals de 2023. Aujourd'hui, on est accueilli par Stéphane de France Bengals. Salut Stéphane. Bonsoir à tous. Et très content de t'avoir avec nous. Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour les différents auditeurs ? Eh ben, moi, je m'appelle Stéphane, donc, comme tu viens de le dire. Je suis fan de foot US depuis que mes parents ont pris Canal+ dans les années 80. Donc, autant dire que ça fait quelques années. Et fan des Bengals depuis qu'ils ont perdu le Super Bowl en 89 contre les 49ers, où j'étais sur un dernier drive de Joe Montana, et donc voilà, j'aime bien les losers. Donc ce jour-là, je me suis pris d'affection pour l'équipe qui avait perdu à la dernière seconde. Alors après, je vais pas dire que j'ai suivi assidûment pendant toutes ces années, hein, mais je me suis toujours intéressé. J'ai regardé le Super Bowl chaque année et j'ai toujours suivi un peu l'actualité des Bengals, les différentes équipes et leurs résultats au fil des années. Top. Et ben jusqu'à en créer un compte du coup sur Twitter pour parler des Bengals, c'est cool. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous pour en parler aujourd'hui. T'as fait ta petite promo, on va faire la nôtre, parce que pourquoi pas. N'hésitez pas à nous suivre le Front Office à peu près partout sur les réseaux sociaux, Twitter, X en l'occurrence, Instagram, YouTube, Twitch. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. On voit qu'on a plus d'auditeurs à chaque fois réguliers que de personnes qui sont abonnés, donc n'hésitez pas à mettre un petit juste plus, une petite étoile sur votre logiciel d'écoute ou même pas les notifications, on n'a pas besoin de ça, juste mettez-nous que vous suivez l'épisode, ça nous fait très plaisir. Donc voilà, c'était le petit moment, régalez-nous gratuitement, juste avec un petit bouton, ça nous fait plaisir. Après, on voit que la notoriété augmente, hein. J'ai vu qu'à droite à gauche, on avait nos premiers haters. En général, on commence à avoir tes premiers haters parce qu'on fait bien, donc. C'est ça. C'est que ça démarre bien. C'est le bon début. C'est ce qu'on aime. Même si, soyez gentils, hein. On est gentils, que du love. Voilà. Des likes, des 5 étoiles, et c'est ça. On continue. Et du rose un peu partout. C'est la couleur du podcast. Vive l'amour. Recentrons-nous. Pour cet épisode, on va faire comme tous les autres, du coup. Bilan de saison 2023. Petit passage sur l'intersaison avec les différents besoins. Le cap disponible. Ensuite, on part en free agency, puis à la draft. Et on fera une petite conclusion pour voir où est-ce qu'on va en 2024. Sur la saison 2023, vous avez fini en 9-8, une saison à deux vitesses, même 3 on peut dire. Le tout début, le Joe Burrow et le Jake Browning. Pas de playoff au final. Stéphane, toi, comment est-ce que tu as vécu ta saison en tant que fan des Bengals? Question bien ouverte. Oui, tout à fait. Alors, la saison, elle a été, comment dire, elle avait déjà mal débuté pendant l'intersaison, puisque Burrow se blesse au mollet pendant l'intersaison, donc on avait toutes ces incertitudes où il a pratiquement pas préparé avec l'équipe l'intersaison et le début de saison. On l'a vu au moment des 2 premiers matchs, où il est hors de forme, physiquement, il est absolument à la rue. On a un coordinateur offensif qui, du coup, vu qu'il est à la rue, a décidé de le faire lancer plus que de le faire courir. Déjà, ça nous avait beaucoup étonné à l'époque. Et puis après, ça s'est mis en place. Après avoir commencé en 2-0, on est revenu un petit peu dans le match jusqu'à passer en positif. Et là, il y a un enchaînement une défaite face à Houston à la maison et le match d'après, je crois, où il se blesse en week 11 face à Baltimore, où du coup on perd 2 matchs d'affilée, ce qui nous fait repasser en négatif, je crois. Et après il y a Browning qui rentre, il lui faut 1 ou 2 matchs pour se mettre en route. Et puis après, en fait, c'est une alternance de séries de victoires et de défaites pour aller jusqu'à la fin de la saison. Et on finit cette saison en 9-8, en finissant dernier de l'AFC Nord,
c'est la première fois, je crois, de l'histoire depuis une soixantaine d'années ou je sais plus combien de temps qu'une division entière finit en positif. Et donc on rate les playoffs. Et du coup, en fait, cette saison, elle est hyper particulière parce que bah t'as la moitié de la saison où t'as pas ton QB starter. Tu as l'impression que t'as jamais trouvé ton rythme, t'as jamais pu avoir de continuité dans les performances. Et au final, tu passes à une victoire des playoffs, puisque Pittsburgh y va en ayant une victoire de plus que nous, je crois. Donc, ils ont même pas une victoire de plus, je crois. Ils sont pas en genre 9-7-1 ou je suis même pas sûr que le 7e seed y aille avec 10 victoires, quoi. Ça joue vraiment à rien. Effectivement, ouais. Je crois qu'effectivement, même si on gagnait contre Cleveland le dernier match qu'on a fait et ça nous est passé en 9-8, on n'était pas en playoff parce que ceux qui étaient devant nous avaient battu, 17 pour les Steelers. Et les Bengals ont fini en 9-8 avec une victoire contre Cleveland, donc vous étiez déjà en 8-8. Donc fallait, quoi qu'il a, même si vous gagnez, c'était déjà foutu après la C'était foutu parce qu'on avait. Ouais, puis on avait perdu 2 fois contre les Steelers, donc du coup, même si on était égalité avec eux, on était derrière dans la div, derrière en tiebreaker. Voilà, c'est ça. Et avant de te lancer, Jérôme, c'est vrai que pour reprendre un des points que Anto regarde de plus en plus à chaque fois qu'il parle des différents épisodes, c'est le bilan dans la division. Alors comme il est pas là, je vais en parler aujourd'hui. 1-5, une seule victoire, c'est lors du match des comment on dit, match des peintres, le match des non, pas des peintres. Comment on dit le dernier match dans une phase de... Des coiffeurs. Des coiffeurs, c'est ça. Dans le match des coiffeurs contre Cleveland, tout le monde était qualifié. On savait que ça faisait 5e. Eux, ils savaient qu'ils n'étaient pas qualifiés et du coup, ça gagne. Donc le match des coiffeurs, vous gagnez contre Cleveland. Si le match avait été disputé, je ne sais pas si vous gagnez ce match nécessairement. Et finir en 0-6 dans ta division, ou en tout cas en 0-5 jusqu'au dernier où il n'y a plus rien à jouer, c'est compliqué parce que si t'en prends deux de plus, bah t'es tranquille en playoff. Alors effectivement, il faut les prendre les deux. Les 3 autres équipes vont en playoff, donc c'est pas non plus des équipes cata. Mais c'est vrai que dans ta division, c'est toujours difficile. Jérôme, je sais pas où est-ce que tu veux aller dans cette saison, toi, et ce dont tu veux parler. Écoute, je vais rester un peu sur cet esprit de division. Je me rappelle de nos épisodes dans le courant de saison dernière où à chaque fois on relevait à quel point l'AFC Nord était impitoyable. C'est vrai que ce bilan intra-division, il est pénalisant. Après, je trouve qu'il y a eu vachement de positifs dans cette saison des Bengals. Alors oui, il y a eu des erreurs au début. Faire starter Burrow les premières semaines, on savait qu'il n'était pas à 100%. C'était peut-être pas le meilleur plan quand t'es un contender et que le moment qui compte vraiment, c'est d'être en forme quand t'approches les playoffs, même si bien sûr faut y aller. Mais ouais, j'ai vu du positif, j'ai vu une défense vachement plus cohérente que les 2 dernières saisons. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant dans l'animation. Je trouve pas que c'est la défense la plus talentueuse qu'il y a eu sur les 2-3 dernières années, mais je la trouvais pas si mal animée pour une équipe qui avait un peu moins le ballon en attaque, du coup. Et c'est vrai que c'est difficile de décorréler les résultats des blessures, quoi. On parle de Burrow, mais même Ja'Marr Chase a été un peu blessé. J'ai envie de dire, lui aussi, assez régulièrement, il a des petits bobos, même si c'est moins grave souvent que Burrow. Et voilà, quand tu te passes de ton quarterback 1, qui est l'un des meilleurs de la ligue, et que tu te passes de ton receveur 1, qui est aussi l'un des meilleurs de la ligue, dans une division aussi concurrentielle que l'AFC Nord l'année dernière, c'est trop compliqué d'aller au bout. Je peux rebondir sur ce que vient de dire Jérôme ? Évidemment, j'ai pas besoin de te lancer pour que tu rebondisses, pense. C'était plaisir. Alors, on a aussi eu Higgins qui a été blessé. Oui, c'est vrai. Une bonne partie de la saison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait limite plus le receveur 1 et le receveur 2 qui était plus là non plus. Higgins qui fait une saison assez catastrophique d'ailleurs. Non, surtout, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la défense parce que je suis pas vraiment d'accord. Okay. Puisque j'ai fait une analyse statistique de l'attaque et de la défense à la fin de la saison. Et donc, en global, en défense, on est 21e sur 32. Mais quand tu pioches un peu plus dans les stats, on est 32e sur 32 en yards par passe concédé. En yards concédés par passe. Et on est 31e sur 32 en yards par course. Et on est la pire équipe en air yards concédés. C'est-à-dire qu'en gros, et ça a été on a vraiment, et les fans français, enfin la petite communauté de fans français, on a vraiment ragé contre la défense cette année. Et
le match contre Tennessee, il est quand même assez criant pour ça, du coup. Mais il y en a d'autres, hein, contre Pittsburgh, quand tu vois, les 2 fois, on a des quarterbacks en carton en face de nous et on prend des camions de yards à chaque fois. Et toute la saison, ça a été ça. On a pris des yards à la passe, on a pris des yards à la course au centre de la ligne, enfin, où ça passait au centre comme dans du beurre. Et surtout, dès qu'il y avait une 3e tentative et longue, les mecs, ils la réussissaient en face, quoi. On était incapable de défendre dès que ça faisait des gros jeux. Et c'était vraiment hyper frustrant parce qu'à côté de ça, t'as Hendrickson qui fait une super saison. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, j'aurais dû décorréler les analyses. J'avais une bonne impression visuelle du front seven où je trouvais que malgré les chiffres, ce que ça donnait sur le terrain et finalement, quand t'es 21e défense, malgré tous ces chiffres catastrophiques, tu te dis qu'il y a forcément des plays quelque part. Donc c'est vrai que je trouvais que ce front seven était intéressant, mais oui, dans le fond de terrain, je suis incapable de citer un de vos bons cornerbacks sur la saison dernière. Ça, c'est vrai. Ouais, ils sont jeunes en même temps. Donc notre ligne nos defensive backs sont très très jeunes et c'est pour ça qu'on a fait aussi revenir des anciens parce que on avait laissé partir Bates et Von Bell et mine de rien ça s'est senti. Parce qu'on avait que des jeunes au fond. Hein. Le cornerback 1, c'est sa 3e année dans la ligue. Le cornerback 2, c'était sa première année. Notre strong safety, c'était Jordan Battle, il était rookie aussi. Et Daxton Hill qui était free safety, c'était sa 2e année. Donc tu vois, les defensive backs étaient vraiment vraiment jeunes. Mais oui, en fait la défense elle a tenu parce qu'on a réussi à faire des plays en zone de vérité souvent, où on a réussi à faire des turnovers et à récupérer des ballons. Mais statistiquement, la défense l'année dernière elle est catastrophique. C'est compliqué de relancer sur un sujet. On va peut-être passer sur l'intersaison du coup, parce que j'imagine qu'il y avait plutôt des besoins, j'imagine. Toi de ton côté, Stéphane, quand tu vois l'intersaison, vous avez 48 millions de cap disponibles. Alors tout ne veut pas se dire par rapport au cap, parce qu'il y a souvent des extensions à refaire, il y a souvent il y avait plein de choses différentes qui peuvent être faites. Est-ce que tu avais des envies en termes de joueurs, en termes de type de joueurs, en termes de postes? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'intéressait avant de parler de ce qui a été fait, on va dire, en tout cas avant la free agency? Est-ce qu'il y avait un type de besoin que dont tu avais envie? Ouais, nous ça fait 2 bonnes années qu'on voulait un vrai tight end. On a que des mecs qui sont là que pour une année et on constate souvent que dès qu'on commence à arriver en zone de vérité, on cible assez régulièrement Chase et du coup souvent il y a une prise à 2 en zone rouge et les autres options elles sont assez limitées. Et moi je voulais un vrai tight end receveur. Grand costaud pour pouvoir multiplier les options quand on arrive parce que généralement on arrive bien à avancer, on arrive mais souvent et l'année où on va au Super Bowl et l'année où on perd contre les Chiefs en finale de conférence, c'était souvent ça. On avait du mal à concrétiser en zone rouge. On était l'équipe, je crois, une des équipes avec un des plus faibles pourcentages en zone rouge. Et ça fait 2-3 ans qu'on voulait un vrai bon tight end. On a eu celui le rouquin là qui est parti à Carolina l'année dernière. Hayden Hurst, ouais, voilà. Qui avait fait une saison pas trop mal, mais qui avait joué à peu près la moitié de la saison, je crois, parce qu'il était assez régulièrement blessé. L'année dernière, on avait Irv Smith qu'on avait fait venir des Vikings et ça a pas du tout pris à tel point qu'à la fin il jouait plus. Et donc moi, on voulait un vrai bon tight end voilà. Si tu me parles de poste précisément, ça m'intéressait d'avoir un vrai bon tight end. Et est-ce que tu es content de l'arrivée du coup de comment il s'appelle, de notre ami Mike Gesicki? Ouais. T'es content de son arrivée? Ouais, vraiment. Vraiment, je le voulais déjà l'année dernière. S'il était déjà agent libre l'année dernière, il avait signé à New England. Et j'espérais vraiment qu'il signe chez nous. Et j'étais assez déçu. Je voulais soit lui, soit celui qui a Dalton Schultz. Ouais. Qui a fait une bonne saison à Houston. Ouais, qui a fait une super saison. Et j'étais assez déçu qu'il vienne pas. Et du coup, j'étais content cette année de voir qu'on était parti sur lui, qu'on avait réussi à le convaincre de venir. Et puis, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va faire lui avec ses mains et un vrai quarterback. Ouais. Puis, ouais, parce que oui, c'est vrai qu'il a pas été servi. Hein. Il vient des Dolphins, il vient de l'année. Il a fait beaucoup de Fitzpatrick, il a fait beaucoup de Tua au début. Là, il a fait du Mac Jones
Bailey Zappi, ouais, c'est vrai que Joe Burrow, ça va être de loin le meilleur QB qui lui lance la balle. Il arrive pour pas cher en plus, 2,5 millions en moyenne par an. Quand tu vois qu'il y a des joueurs comme Pharaoh Brown qui récupère encore plus d'argent. Après, c'est des joueurs que je connais un peu moins, tu vois, mais je vois Jonnu Smith qui prend 4,2 millions alors qu'il prouve pas grand chose sur les années précédentes. Même Colby Parkinson qui est un bon tight end, mais 7,5 millions à l'année, ça me paraît beaucoup. 2,5 millions pour un Gesicki qui comble un besoin, c'est intéressant. Jérôme, au niveau de cette free agency, est-ce que t'as un joueur qui t'a plu, un move qui t'a plu particulièrement du côté des Bengals? Ouais, Trent Brown. Sur l'offensive tackle, je trouve que cette O-line fonctionnait déjà pas si mal, mais quand t'as un quarterback comme Burrow qui peut être sujet à des blessures, qui est capable d'être mobile mais où c'est pas la qualité première, et surtout que t'as quand même un plan de jeu offensif où plus Burrow a de temps et plus ses receveurs ont de temps pour se démarquer et mieux c'est. Je trouve que ce combo de talent et d'expérience et même de polyvalence qu'apporte Trent Brown est vraiment génial dans cette équipe. Chez les Pats, il a joué à plusieurs postes. C'est un ancien Pro Bowler. Il connaît très bien la ligue. Il connaît son rôle. Et en fait, c'est ce que t'attends surtout dans une équipe qui est contender, parce que malgré cette saison en 9-8, là c'est un accident, mais les Bengals sont ce qui se rapproche le plus en AFC d'une équipe qui peut menacer les Chiefs. Donc cette idée de signer un vétéran comme ça qui saura exactement quoi faire, moi ça me plaît vraiment. Ouais, puis il connaît aussi, il a joué à New England avec Carras, donc déjà il y a une petite connexion qui peut se faire entre les deux gars. Et puis a priori ça a l'air d'être quelqu'un vraiment très bien dans un vestiaire. Et il a déjà gagné, il a déjà des bagues, donc il va nous apporter aussi lui aussi cette expérience-là et accessoirement vu la draft qu'il y a eu derrière, il va aussi nous permettre de couver à Marius Mims, puisqu'il est prévu pour jouer à droite. Donc les deux vont jouer au même poste et Trent Brown il est là pour une seule saison? Ouais, Trent Brown est là pour une saison. Alors à voir aussi parce qu'a priori pendant les premiers camps là, ils auraient fait des reps avec Trent Brown en garde à droite et Mims en tackle à droite. Ouais. Donc là, si tu mets Orlando Brown à gauche, Trent Brown en garde à droite et Mims à droite, il y a quand même de la viande. Hein. Ouais. Oui, c'est grand, c'est plus de 2 mètres pratiquement à chaque fois et c'est lourd. Et pour ça que je parlais. Vous avez un des centers pas les mieux payés parce qu'il est payé que 6 millions, mais 6 millions pour un centre, ça me paraît. Enfin, je crois que c'est pas si mal. Donc, je sais pas ce que Ted Karras vaut. Alors, il a été re-signé juste avant ou après la draft. Ouais. Enfin, il a été re-signé. On était tous très très contents parce que c'est un bon mec et c'est un bon leader. Alors, c'est pas le meilleur centre de la ligue, mais tu vois, c'était lui qui était nommé chez nous pour le Walter Payton. Le Walter Man of the Year. Ouais, voilà. Et c'est dans toutes les vidéos post-match, dans tous les vidéos de vestiaire et tout ça, tu vois vraiment que c'est quelqu'un de très important dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui a une très très bonne mentalité. Trent Brown, quand il est arrivé pour signer son contrat, il a dit la première personne que j'ai vue au stade c'était lui, et la dernière personne qu'on est parti c'était lui. Donc nous on est très content qu'il ait re-signé, même si c'est pas le meilleur centre intrinsèquement de la ligue. Ouais. Et pour compléter ce que tu dis, Stéphane, en parlant plus d'un joueur qui a déjà des automatismes avec Joe Burrow, parfois vaut mieux sacrifier un tout petit peu de talent, mais garder un joueur où tu sais exactement ce que tu vas avoir et qui a déjà une vraie connexion avec son QB, que de se dire je vais investir sur un centre peut-être plus fort, mais qui n'a pas déjà des automatismes avec le joueur installé. Et encore une fois, les Bengals sont dans une timeline où les chances d'aller au Super Bowl, en général, quand tu t'appelles pas Tom Brady, t'en as pas pendant 15 ou 20 ans. Ouais. Donc faut le saisir pendant que la porte est ouverte, et je pense que la fenêtre de tir des Bengals est encore ouverte pour l'instant. Oui. On a, à partir du moment où on aura Burrow et Chase, on arrivera toujours à être plus ou moins contender. Après, il faut arriver à ce qu'ils prennent pas trop d'argent pour avoir une équipe qui tourne autour, quoi. Ouais. Parce que le risque, c'est ça, c'est tu donnes tout ton cap à 2 mecs et puis derrière, tu peux plus rien construire. Mais voilà, je trouve qu'on a fait une belle free agency, moi. On avait des joueurs qui sont partis, on les a remplacés. Reader est parti, il a été remplacé par Hankins. Jonah Williams par Trent Brown. On a fait revenir des mecs pour côté defensive back qui avaient de l'expérience, avec Gino Stone, avec Von Bell. Donc non, elle est pas dégueu cette free agency.
J'allais en parler, moi c'était le joueur que je voulais mettre en avant, c'était Gino Stone, qui a fait une bonne saison, notamment au niveau des stats et des interceptions la saison dernière. Je trouve que c'est bien que vous l'ayez ramené chez vous, mais c'est aussi bien qu'il soit plus aux Ravens. Les deux vont très bien ensemble, on va dire. Des fois les moves, c'est aussi bien de les retirer de retirer dans une équipe que tu joues deux fois, parce que je sais plus c'était quoi, c'était 7 interceptions, 6 interceptions. Ouais, 6 ou 7. Il était leader. 7 interceptions la saison dernière. Voilà, c'est bien de le récupérer et ça va faire du bien dans le fond de terrain qui était, comme tu le disais au début d'épisode, Stéphane, qui était vraiment pas bon la saison dernière. Ouais, puis du coup, tu récupères un bon gars, tu affaiblis un adversaire. T'as un mec que t'as drafté il y a 2 ans au poste, finalement tu te rends compte qu'il est meilleur à un autre poste, donc il va être Daxton Hill va sûrement être replacé cornerback extérieur. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne signature qui impacte, qui va avoir un très bon impact sur la franchise et sur la défense. Pour l'instant, Daxton Hill, il est placé comme corner, en tout cas sur les différentes charts moi que j'ai vues, je sais qu'il était placé en corner derrière DJ Turner. Anarumo a annoncé durant l'intersaison qu'ils allaient avec Zach Taylor, il serait plus safety, il allait être dans le match pour un poste de cornerback extérieur. Très bien, super. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous avez aimés dans cette free agency, des moves en particulier, ou est-ce qu'on a tout dit, on peut passer Vas-y. Attends, je regarde ce que j'ai noté. On a signé Jack Browning, qu'on a sécurisé le QB2. On a signé Ted Karras. Et après, on a eu des changements dans le staff. Alors, ça concerne pas vraiment la free agency, mais du coup, nous, on a eu quand même notre coordinateur offensif qui est parti au Titan. N'est-ce pas, Jérôme? Très content. Moi, je suis très content qu'il soit parti. Donc, okay. Beaucoup de courage. Et donc, du coup, on a fait la promotion interne. C'est le QB coach Dan Pitcher qui a une très bonne relation avec Burrow, qui est passé coordinateur offensif. Et voilà, on a Anarumo qui reste défensif coordinateur, mais on espère qu'il fera une meilleure saison qu'il fera une saison digne de ce qu'il avait réussi à mettre en place l'année où on allait au Super Bowl. Pourquoi est-ce que tu es content que du coup le nouveau coach de Jérôme soit parti de chez vous pour que tu puisses un peu le déprimer avant qu'on parle des Titans dans une semaine? Parce que nous, s'il y a un truc qu'il faut quand même juste remettre en perspective, on n'arrive pas à savoir quel est vraiment son degré de décision dans les jeux. Il faut savoir que notre coach est Zach Taylor. Donc, on n'arrive pas vraiment à savoir qui appelle vraiment les jeux. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Zach Taylor? Mais on trouve que c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à mettre en place un jeu offensif diversifié. C'est-à-dire que c'était 70% de passes et très peu de courses, et tu ne misais que sur les gros jeux en fait. Et quand tu vois comment se sont construits les Ravens l'année dernière avec c'est Todd Monken, c'est ça qui avait ici, où quand ils ont joué contre nous en week 2, ils avançaient de 5, 7, 8 yards à chaque fois, mais à chaque fois ça allait au bout, et que toi en fait la seule chose que tu fais au niveau offensif c'est de tenter des gains de 15, 20, 25 yards, et que tu ne sais faire que ça. Et comme je le disais avant qu'on débute l'enregistrement, t'as Burrow qui est quand même blessé sur les 2 premiers matchs, et tu lui fais lancer le premier match 31 passes, 41 passes sur le deuxième, pour à peine 10 courses à chaque fois. Et il y avait très peu de variété offensive, très peu de variété en zone rouge, et non, à la fin, on n'en pouvait plus de lui, en fait. Bon. Je suis pressé de parler des Titans, là. Alors après, en tant que head coach, c'est peut-être autre chose, hein. Non, mais après, Will Levis, il a un bras canon. C'est très bien de tenter des gains de 25 yards avec lui. Ça va le faire. Ouais, je te le souhaite, sincèrement. Non, mais du coup, ce que tu dis sur beaucoup trop de passes, ça tente le gros jeu, pas capable d'installer un jeu au sol, moi, du coup, ça me fait, quand même chez vous, malgré le changement de coach, regretter le départ de Joe Mixon, qui, je trouve, dans le pendant négatif de cette free agency, n'a, à mes yeux, pas été bien remplacé en prenant Zach Moss, quoi. Je trouve que le drop de talent, il est le gap est énorme en fait. Genre Zach Moss, c'est un bon joueur, mais je le vois pas capable de produire comme Mixon. Je sais pas ce que t'en penses, mais
Mixon, ça a fait une belle saison l'année dernière. Il y a 2 ans, c'était assez compliqué. Hein. Il était à moins de 5 yards par course il y a 2 ans. Après, encore une fois, hein, c'est peut-être lié aussi au fait d'être pas capable d'installer le jeu de course. Pourtant, on avait fait des efforts sur la ligne justement pour essayer en se disant peut-être qu'avec une meilleure ligne, ça passerait mieux. Mais c'était pas le cas. Moi, j'attends de voir. Le problème de Mixon, c'est que ça risquait d'être cher, quoi, si tu le re-signais. Et là, je pense qu'avec Zach Moss, on a réussi à avoir quelque chose, certes peut-être moins fort, mais qui a fait quand même une très belle saison à Indiana l'année dernière, à Indianapolis. Donc, faut voir comment ça va se passer. J'avoue que là, je suis un peu dans l'expectative, pardon. Est-ce que tu as des espoirs de... C'est quoi, c'est Chase Brown, le petit sophomore que vous avez chez vous? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il peut prendre une place un peu plus importante et challenger Zach Moss dans la rotation? Il a très bien fini la saison. Il a pas beaucoup joué sur les premiers matchs, mais sur les 5-6 derniers matchs, il a très bien fini la saison. Il a marqué, je crois, un ou deux très beaux touchdowns sur des courses de plus de 10-15 yards. Donc à voir si lui aussi il arrive à continuer de progresser et à prendre sa place dans la rotation. Après, par rapport à Mixon, en fait, tu sais ce que tu as perdu, mais au final, tu sais pas vraiment ce que tu as gagné dans l'histoire. Donc de toute façon, le poste de running back, je pense on en reparlera une fois qu'on aura fait la petite partie sur la draft, parce que moi, c'est quelque chose qui me dérange quand même un petit peu, la profondeur du poste. Ouais, 100% d'accord. Hein. Parce que Chase Brown, c'est assez drôle, mais je lisais un chiffre sur lui aujourd'hui, et en fait, en termes de bloc, c'est un running back qui est très très mauvais en bloc, et souvent chez les running backs, quand t'arrives pas à être ne serait-ce que moyen, ça te sort du terrain. En fait, c'est un running back de 3e tentative, quoi. Ouais, parce que de toute façon, chez nous, quand il y a un running back qui a besoin de faire un bloc, il faut entrer Trevion Williams. Ouais. Donc, voilà, c'est sûr que lui... C'est pas télégraphé comme ça, c'est pas téléphoné. Quand tu vois le mec arriver, tu dis bon, ok, ouais, ça va pas courir. Non, mais c'est clair. Ça fait un jet sweep au pire pour, comment il s'appelle, pour Higgins quand il est sur le terrain, mais sinon, un peu difficile. Est-ce que toi, Stéphane, t'as des mouvements dans cette intersaison qui t'ont un peu déçu, que ce soit au niveau des arrivées, peut-être un joueur que tu trouves coûte trop cher, Kuti Higgins peut-être en franchise, ou est-ce qu'il y a des départs qui t'ont attristé? Oui, Tyler Boyd, pardon. Ouais. Moi, si j'avais été general manager, j'aurais tradé Higgins, j'aurais gardé Boyd. Surtout vu le prix. Ouais. Parce que Boyd, en fait, ça fait partie de ces joueurs où tu le vois pas beaucoup, il a pas forcément énormément de réceptions par match, il est pas forcément très flashy, mais en fait, il monopolise quand même forcément un ou deux mecs au centre du terrain, et il t'ouvrait quand même pas mal les extérieurs pour les receveurs sur les côtés. Et j'aimais beaucoup sa mentalité, j'aimais beaucoup le garçon, et quand tu vois qu'Higgins, il passe son temps à faire la gueule sur la dernière année et demie, et qu'il veut un nouveau contrat, il va être receveur numéro 1, ce qui sera jamais chez nous. À partir du moment où il y a Chase, il le sera jamais. Et je pense que je sais pas si c'est un bon calcul de l'avoir gardé lui et de ne pas avoir gardé Boyd. 100% d'accord. Hein. Est-ce que c'était un move où tu te disais, j'imagine, tant que front office des Bengals, on le franchise tag et on voit s'il y a des offres, sauf qu'au final les offres elles viennent pas parce qu'il est plus cher que ce que tu peux avoir au même prix. Pour Higgins? Ouais. Vu la cuvée de receveurs, je pense que c'était quand même un gros pari de te dire que t'aurais des offres pour lui en fait. Parce que toutes les franchises qui voulaient un receveur, elles pouvaient se servir à la draft. Il y avait tous les profils, c'était une super cuvée. À mon avis, c'est risqué. C'était risqué comme pari. Si c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'était risqué. Mais ouais, moi je suis pas hyper fan de ça. Du coup, il fait la gueule. On a Hendrickson qui fait la gueule aussi. Donc, faudra voir comment on va réussir à gérer les états d'âme. Les années d'avance, on n'est pas trop mal sortis. Il y avait eu Bates qui avait gueulé il y a 2 ans parce qu'il voulait un nouveau contrat. On l'avait tagué. L'année dernière, on a tagué Jonah Williams. Pareil, il voulait partir. Et en plus, il voulait pas jouer tackle droit. Finalement, il l'a fait toute la saison. Donc bon, on va espérer qu'ils arrivent à remettre les mecs concentrés sur le terrain. Mais ouais, moi, c'est le départ qui m'a attristé. Tu considères...
Pardon, Alex, je te coupe. J'allais dire, est-ce que tu considères que vous avez un bon GM? Je connais pas bien le staff en haut, mais on dit souvent dans les sports américains que quand t'as un bon proprio et un bon GM, déjà, t'as 50% de problèmes en moins. Et là, du coup, c'est vrai. Moi, c'est une remarque que j'avais fait sur les Bengals il y a à peu près un an, où je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ego, beaucoup de, comment dire, un peu une dimension, je me crois déjà arrivé chez les joueurs parce qu'ils avaient fait ce Super Bowl. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a niveau comportement, c'est un peu problématique. Du coup, je me dis, est-ce qu'on a un GM qui est vraiment solide et qui a vraiment bien la main sur son effectif, quoi? Alors, est-ce qu'il a la main sur l'effectif? Je serais pas capable de te répondre. Après, moi, je trouve que les intersaisons, elles sont quand même, depuis 3 ans, elles sont quand même plutôt bien gérées. À chaque fois, on identifie des besoins et à chaque fois, ces besoins sont adressés, que ce soit à la free agency ou à la draft. On a longtemps parlé de la ligne offensive. Ça fait quand même 3 ans qu'à chaque année, on a une grosse arrivée sur la ligne offensive. Ils ont fait le pas. Après, le problème des Bengals, c'est que historiquement, on n'est pas une franchise qui paye. Oui. On n'a jamais été une franchise qui a donné des très gros contrats. Le premier gros contrat pratiquement de l'histoire de la franchise, c'est Burrow. Sinon, tous les autres, ça a jamais été des trucs exceptionnels, en fait. Et dès qu'il y avait un mec qui voulait avoir un gros contrat, en fait, il était tradé. Donc, et là, tu le vois, on n'a pas voulu payer Jesse Bates. L'année dernière, on n'a pas voulu payer Jonah Williams. Bon, il le méritait pas. Mais voilà, mais Bates, il aurait mérité peut-être d'être payé. Cette année, on file un nouveau contrat à Hendrickson. 6 mois après, il gueule, il dit qu'il en veut un autre parce qu'il a pas assez d'argent garanti. Donc est-ce que le mec tient ses troupes? Je sais pas. Par contre, est-ce qu'il est capable avec son coach d'identifier les besoins et de les adresser et de renforcer l'équipe? L'année dernière, c'était un accident, mais sinon, on peut quand même, comme tu disais, on peut quand même considérer qu'on est l'équipe qui se rapproche le plus d'un contender. Et on est aujourd'hui, si tu regardes notre effectif, on n'a pas des trop gros trous en fait, mis à part au poste de running back. Ouais. T'es content de la profondeur après la draft? T'es content de la profondeur au poste de corner? Oui. Après, c'est jeune. Le problème, c'est que c'est jeune. Mais par contre, on en draft pratiquement 2 ou 3 à chaque draft. Et le gros problème, en fait, c'est que c'est des gamins. Mais si ces gamins se développent bien, ça peut faire dans 2-3 ans, ça peut faire des mecs qui a une arrière-garde très très sympa, très forte. Yes. GG, est-ce que t'as des moves que t'as moins aimé toi de ton côté, ou est-ce que c'était Joe Mixon et il y en avait pas d'autres? Ouais, non, c'était Joe Mixon. Je trouve que la free agency a été bien gérée et c'est déjà pas mal pour un début d'intersaison. C'est vrai que c'est déjà bien. On va pouvoir du coup passer à la draft. Pour la draft, je vais du coup énoncer les différents picks. Il y en a beaucoup. Au premier tour, avec le pick 18, vous avez récupéré Amarius Mims, un offensive tackle. On en a parlé très brièvement. Au deuxième tour, un defensive tackle, Chris Jenkins. Troisième tour, 2 joueurs, Jermaine Burton, receveur, et McKinley Jackson, defensive tackle. Au quatrième tour, Eric Hall. Au 5e tour, qui est un tight end, pardon. Au 5e tour, Josh Newton, cornerback, encore un, du coup, que vous avez drafté. Au 6e tour, un nouveau tight end. Donc là, vraiment, ton besoin de tight end, c'est, t'étais content, j'imagine. Tanner McLachlan, j'adore le nom. Très facile à dire, ça glisse sous la langue. Et Cedric Johnson, defensive end. Au 7e tour, 2 joueurs encore, un safety, Dejan Anthony, et Matt Lee, un center. Voilà, donc voilà pour la différente pour la liste. Alors avec GG, à moins que GG tu t'y sois mis pendant l'intersaison et que tu aies regardé tout le college football de la saison 2023, on n'est pas spécialement college football, mais je sais que GG est très dans les je regarde ce qui se passe une fois que les joueurs sont draftés, ce qui est déjà bien. Stéphane, est-ce que toi tu regardes un peu du college football ou compliqué? C'est compliqué. J'arrive déjà à convaincre madame de me laisser regarder la NFL le dimanche. Si en plus il faut que j'arrive à squatter la télé le samedi soir, c'est compliqué. On est tous dans ce même bateau, je crois. Toujours compliqué. Non, par contre, j'écoute beaucoup les différents podcasts qui sont consacrés à ça. J'arrive pas en terrain inconnu au moment de la draft, en fait. Ok. Et du coup, quand tu vois cette draft, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 picks, il y a quand même. 10 choix, ouais.
est-ce que tu es globalement content sans aller trop en détail? On pourra aller en détail un peu après. Globalement, est-ce que tu sors de ta draft en étant content? Je sors de mes 2 premiers jours de draft en étant content, ouais. J'aime bien la précision. Donc tu sors de tes 4 premiers picks content. Ouais, après c'est un peu plus, on en discutera après comme tu viens de dire, mais après c'est un peu plus folklorique. Mais les 3 premiers choix sont assez solides. Le deuxième choix du 3e tour, il est plus discutable. Pas sur le joueur, mais plutôt sur le moment où tu le draftes, parce qu'il était quand même annoncé plus loin. Après, je sais pas si vous voulez qu'on attaque le plus de détails, mais voilà. Pour moi, très content sur le début de draft et un peu plus circonspect sur la suite. GG, est-ce que toi tu veux commencer sur un de... Est-ce que tu as un avis sur la draft globale? Ouais, je suis assez mitigé. J'ai beaucoup aimé la free agency, j'ai beaucoup moins aimé cette draft, et du coup je pourrais l'expliquer après. Bon bah écoutez, si vous voulez, est-ce qu'on fait un sandwich de bonnes nouvelles ou on fait un sandwich de mauvaises nouvelles? On est moyen, bah on va commencer par les bonnes nouvelles et on finira par les mauvaises. Donc histoire de se remonter un peu le moral pour les différents fans des Bengals qui nous écoutent, qu'est-ce que vous avez aimé? On va commencer, vas-y GG commence. Qu'est-ce que t'as aimé dans cette draft des Bengals? Ben écoute, je vais parler d'un joueur en particulier, et ce sera peut-être là notre premier désaccord avec Stéphane, mais moi, McKinley Jackson, ouais, j'ai mis Jackson en draft favori parce que il a un profil assez boom or bust. Alors oui, t'aurais pu l'avoir plus bas, mais et moi, c'est le genre de coup que j'aime à la draft, je le dis assez souvent. Je pense que quand t'es une équipe qui veut gagner, t'as 2 choix. Soit tu vas chercher des joueurs déjà prêts, et ça c'est pour moi le gros défaut de cette draft, c'est que les Bengals sont pas toujours à l'esprit que ce sont des contenders. Soit si tu vas sur des paris, faut que le plafond soit très très haut. Et j'ai l'impression que le plafond de Jackson est très très haut. Il a un potentiel d'évolution et un potentiel physique qui sont assez intéressants. Et j'ai l'impression que voilà, s'il tombe dans la bonne animation, qui est bien coaché ou qui se développe bien, je suis pas dans le stade de la franchise et je ne sais pas comment ils vont travailler avec lui, mais j'ai l'impression que c'est le genre de joueur où on peut se dire putain, les Bengals ils ont fait un home run là-dessus, quoi. Donc j'aime beaucoup cette sélection. Toi du coup j'imagine Stéphane que la partie que t'aimes un peu moins de McKinley Johnson, c'est la partie bust dont Jérôme a parlé. Non, j'ai pas forcément peur que ce soit un bust. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on le prenne à ce moment-là. Pour rebondir sur ce que dit Jérôme, t'as 2 façons en fait d'appréhender la draft. Soit tu combles des trous, soit tu prépares l'avenir. Et nous, je trouve, c'est mon avis personnel, que on a une équipe qui est très complète et que la draft aujourd'hui, cette draft-là, moi, ce que j'aime bien dans cette draft-là de manière globale, c'est qu'en fait, on fait des paris parce qu'en fait, on a déjà les joueurs au poste. Donc après, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mims, on a Trent Brown, donc on peut le développer. Chris Jenkins, il était capitaine à Michigan, donc lui, par contre, il va starter. Et c'est un très très bon joueur. Voilà. Ce qui me dérange avec McKinley Jackson, c'est qu'en fait, ça ressemble à un panic move en fait, parce qu'on voulait un obstacle. Tout le monde savait qu'on allait prendre un obstacle, sauf qu'on en a vu partir avant et qu'on a paniqué et qu'on allait chercher ce mec-là. Peut-être parce qu'il y avait le mec, c'est celui de Texas, qui s'était fait gauler en conduite en état d'ivresse, qui était prévu fin de premier, début de deuxième, et puis qui avait chuté dans les boards, qui était annoncé 3e tour, et qui est parti au milieu du 3e tour, j'ai perdu son nom, désolé, et qui était annoncé dans beaucoup de drafts chez nous. Et peut-être qu'en le voyant partir, on a paniqué et qu'on s'est dit putain, il reste plus que lui en vrai obstacle massif, viandard, imposant, et qu'il faut qu'on se jette sur lui. Mais voilà, c'est la seule chose qui me gêne avec lui. Après, je remets pas du tout en cause le joueur que ça peut être, le plafond qu'il peut avoir. C'est juste qu'il n'était pas projeté à cet endroit-là et que ça me dérange un peu d'être allé le chercher à ce moment-là.
Il me semble que c'est un mec de Texas. Alors attends, ça va peut-être m'aider. Cherchons. Je ne l'ai pas, mais tant pis. Non, c'était pas Jatavion Sanders. Non, c'était le tight end, Jatavion Sanders. Ouais, Jatavion Sanders, c'est un tight end. Bon, écoute, si on retrouve, on pourra en parler. Ouais. Parce que là, je vois pas. C'est un defensive tackle, mais je le vois pas. Bon, bref, écoute, si on retrouve, on retrouve. Et tant mieux. Mais je comprends l'idée que c'est chiant d'avoir un joueur qui te passe sous le nez. Enfin. De faire des panic moves, moi je trouve ça toujours chiant. De pas avoir ta draft prête, entre guillemets, c'est toujours dommage. Après, juste, je voulais juste dire un truc aussi, c'est quelque chose que m'avait fait remarquer Zappa de TDA. On drafte toujours sur des grosses universités sur les 2-3 premiers tours. Ouais. Toujours. C'est toujours Alabama, Georgia, Michigan. On va toujours Texas A&M, pardon. Les 2-3 premiers tours, c'est toujours du joueur qui vient d'une grosse université. Tout le temps. Il y a jamais et c'est pratiquement toujours les mêmes. Tu disais qu'il était tombé quand, le joueur en question? Il me semble qu'il est tombé milieu de 3e tour. Okay. Ou fin de 2e. Ok, bon, bah écoute, je le vois pas, j'ai des mecs d'Ohio State, mais bon, écoute. Non, et ouais, le mec d'Ohio State, il est parti aussi, mais c'était pas lui qui était prospecté. Ok. Je vais essayer de te trouver ça. C'est pas le seul defensive tackle de Texas, c'était Vandre Sweat que j'ai vu. Ouais, bah c'était lui. C'était lui. Ok, il est tombé début de deuxième au Titan. Début de 2e. Ah bah tu vois. Et ouais, et ben du coup j'ai l'impression, lui il était projeté chez nous, et il était projeté chez nous parce qu'il était en début de 2e à la base, et puis après il était projeté chez nous, mais milieu de 3e ou fin de 3e. Ouais. Ouais, nous ça ne nous dérange pas les mecs alcoolisés sur le terrain, ça se voit plus. Vive Tennessee. Est-ce qu'il y a... Vas-y GG, pardon. Non, mais j'allais dire, c'est assez marrant. On a vraiment une vision de la draft assez éloignée, Stéphane et moi, visiblement, puisque je comprends cette idée de préparer l'avenir et de laisser les joueurs se développer. Mais en fait, j'ai l'impression que quand t'as envie de gagner en NFL, faut être, entre guillemets, un peu plus ballsy. Faut vraiment pas avoir peur de faire, j'ai l'impression, ce all-in où vraiment tu vas chercher des joueurs qui font la diff et pas être dans cet entre-deux de joueurs déjà bons mais qui sont pas automatiquement des starters. J'ai l'impression que ça c'est bien quand t'es éventuellement un peu en bout de parcours comme les Rams où t'as encore une équipe compétitive mais il faut déjà penser à l'avenir parce que t'as déjà fait ton run. Là les Bengals ils ont pas encore atteint ce sommet où tu entre guillemets penses à l'avenir et ouais, je suis un peu... Moi, c'est ça qui me rend mitigé sur cette draft, c'est que j'avais l'impression que là, à chaque fois que ça a piqué, même sur les premiers tours, il y avait moyen d'avoir des joueurs avec, entre guillemets, un plus haut plafond ou un plus gros potentiel de talent pour aider l'équipe. Et du coup, théoriquement, t'aurais aimé qu'ils aillent chercher qui? Faut que je me reprenne la draft sous les yeux. Nous, à la base, notre rêve idéal de la draft, c'était qu'on utilise nos 10 choix, et c'est un des regrets de la draft. On a 10 choix, on n'a pas fait un trade. Ouais. Tu vois, on n'a pas utilisé le capital pour faire un trade. Et nous, notre rêve, c'était de trade up au premier tour pour aller chercher Bowers. Ah bah ouais. Oui. Oui, bah ça je ne peux que valider le move. Voilà, tu parlais de prendre un Titan, ça on pourra en parler, ou peut-être que je fais moi-même une mini transition sur ce que j'ai moins aimé, mais désolé, c'est pas le joueur ciblé, mais prendre 2 Titans dans cette draft quand t'as 10 choix et que tu viens de signer Gesicki, alors que même si t'as envie d'en avoir un, ces dernières années, c'est pas le poste que t'as c'est pas la position que t'as le plus utilisé ou mobilisé. Mettre 20% de ton capital draft sur des tight ends, moi ça me rend fou, honnêtement. Ah oui, ça me rend fou pour vous. Surtout Eric Hall, il a un passif blessure qui est quand même assez important. T'en reprends un autre 2 tours derrière, enfin oui, je suis totalement d'accord. Après, sur McLaren, enfin lui là. Il y a Jeremiah. Ouais, voilà, lui, on va dire Tanner. Jeremiah a tweeté ou en direct sur NFL Network au moment de sa draft. Ils le prennent au 6e tour. Ouais, au pick 194. Ils prennent au pick 194 et tout de suite Jeremiah, il a dit bah ouais, sauf que lui sur mon board, il était 68e. Ah oui. Et du coup, en fait, ils pensent qu'ils ont pris à ce moment-là le meilleur joueur disponible et l'opportunité. Et je suis pas sûr que le prendre lui, c'était prévu. C'est juste que ils se sont retrouvés avec ce mec-là toujours disponible et qu'ils se sont dit, bah,
Oui, au Allez, bout d'un pourquoi moment. pas, quoi. Ouais. Mais ouais, pourquoi tu trade up pas pour aller chercher un mec? L'année dernière, on avait Michael Mayer qui était disponible au moment où on draft, et on va prendre le defensive end de Clemson. C'est pas possible, je perds la mémoire. J'ai oublié le nom. Mais c'est bien comme ça. Mais on va aller Murphy, chercher. Miles Murphy. Oui. Et on comprenait pas, alors qu'on avait déjà ce besoin au poste de tight end. Et cette année, t'avais le tight end ultime apparemment. Ouais. Et t'as du potentiel pour faire un trade, pour aller le chercher, et t'y vas pas, quoi. Et en parlant de Murphy, au poste de defensive tackle, je crois qu'il y a Byron Murphy qui est pris genre 2 picks avant vous, donc potentiellement qui était accessible dans votre range aussi. Je sais pas à quel point en termes de système il correspondait à ce que vous recherchiez, mais ouais, parce que moi, pour être totalement transparent, je ne suis pas non plus fan du pick Chris Jenkins. Je pense voilà, je suis allé voir des tapes. Alors mon œil d'analyste est encore très très léger. Et comme très souvent, j'ai aussi lu les magnifiques fiches de nos camarades de The Trick Play. Et visiblement, c'est quand même un joueur pour un deuxième tour sur lequel il y a encore beaucoup de travail pour en faire un gars vraiment à impact en NFL. Et encore une fois, votre timeline, c'est gagné tout de suite, là, c'est gagné dans les 2, 3, 4 ans maxi. Il y a quand même un risque qui se développe pas, et je trouve que, ouais, un joueur qui est pas encore poli, mature, prêt à jouer semaine 1 et à impacter semaine 1, moi, ça m'interpelle beaucoup. Donc, ouais, très moyennement fan de votre draft. Tu nous disais, Stéphane, que Chris Jenkins, c'était un joueur qui serait prêt pour jouer en semaine 1, mais du coup, Jérôme dit que c'est un joueur qui est pas forcément prêt à faire un impact tout de suite. C'est un peu là aussi où tu le vois, toi, un joueur qui va jouer, mais qui va pas forcément faire grand-chose direct. Moi aussi, je pense que ça peut être une très bonne surprise. Ok. On avait vraiment des gros problèmes sur l'intérieur de la ligne, comme je disais plus tôt, où au niveau de la course, on se faisait transpercer au milieu, pardon. A priori, il est très bon contre la course. Donc ça va nous solidifier la ligne. Enfin, c'est l'intérieur de la ligne. À côté de lui, il y a Sheldon Rankins qui lui est plus un pass rusher intérieur. Donc on peut avoir en fait sur l'intérieur de la ligne 2 gars qui sont assez complémentaires, tout en gardant Hubbard et Hendrickson sur les extérieurs pour rusher. Voilà. Moi, j'ai confiance en lui, et McKinley Jackson aussi va sûrement rentrer dans la rotation parce que du coup, c'est un mec hyper imposant physiquement. Ouais, c'est un buffle. Ah ouais. Et lui, par contre, il peut nous faire beaucoup de bien sur le run stop aussi. Ah ouais, quand tu regardes les photos de McKinley Jackson, c'est... Ouf. Bon, t'as juste l'impression qu'il a fumé 3 bédos à chaque fois qu'il est pris en photo, puisqu'il a les yeux à moitié ouverts sur chaque photo. Mais sinon, ça a l'air d'être un sacré gabarit. Oh, le beau bébé. De toute façon, a priori, le cuistot des Bengals, il est en arrêt maladie... parce que entre la signature de Trent Brown, Amarius Mims, McKinley Jackson, a priori, il va y avoir du taf. Ah ouais, non, mais là, c'est impressionnant. On parle d'un mec pas loin des 150 kilos. Hein. C'est pour ceux qui visualisent pas, vous nous mettez tous les 3 à côté et c'est ça. Et on ne paraît pas quand même. Est-ce qu'il y a, donc t'as parlé, Stéphane, notamment du manque de trade-up qui aurait pu vraiment te faire plaisir. C'est vrai qu'avec l'absence de QB au pick 13 quand Brock Bowers tombe, tu peux monter pour peut-être un peu moins cher que s'il y avait encore un QB de dispo. Est-ce qu'il y a un autre regret au niveau de ta draft à ce moment-là, ou à tout moment de la draft, que ce soit dans les choix ou peu importe? Bah ouais, c'est qu'on n'ait pas pris un running back. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'au final, on a quand même une profondeur de poste qui est assez faible en talent, je parle, parce que la depth chart elle est pleine. Hein. Il y a donc Chase Brown en running back 2, il y a Trevion Williams en 3, il y a Chris Evans en 4, mais Trevion Williams et Chris Evans, ils sont inexistants statistiquement parlant. Donc au final, tu tournes vraiment que sur 2 running backs, et c'est dommage de pas avoir voulu aller à un moment donné chercher un bon running back. Il y avait des mecs qui pouvaient être plutôt sympas. On a un fan des Bengals qui est fan de Notre-Dame et qui nous a vendu Audric Estimé pendant tout le processus draft, et je pense qu'il aurait pu être pas mal en termes de profil pour s'intégrer dans cette rotation là. On a 2 mecs
plutôt léger, assez vif, et avoir un estimé qui est un peu plus lourd, ça aurait pu être sympa. Mais voilà, regret sur pas avoir pris de running back et sur le pas avoir pris de linebacker. Ouais. On est très très léger quand même au niveau linebacker. On joue qu'avec 2 linebackers et au final on n'a pas beaucoup de mecs. Quand tu sors des 2 titulaires, t'as pas beaucoup de mecs derrière pour prendre la relève. Je comprends. En même temps, Chris Evans, il peut pas tout faire au niveau running back. Très très bon dans les Marvel, pas mauvais dans Pain Hustlers aussi. Ça. Si vous avez vu Pain Hustlers, assez sympa aussi. Non, je l'ai pas vu. Ça, il joue un très bon enfoiré et voilà. Donc c'est. Mais oui, il avait déjà beaucoup de taf dans les Marvel, donc on peut pas non plus trop lui demander. Tu vois, il est là, il peut pas tout faire, quoi. Il y a un moment, il sort les boucliers pour bloquer, mais bon, il l'a peut-être oublié sur le set. Et bon, pour rester un peu plus sérieux, tu manques aussi de linebacker. Tu trouves que c'était un besoin Ouais, parce que on aurait bien aimé qu'il y en ait un qui soit choisi. Alors a priori, c'était pas non plus une grosse cuvée. Non, c'était ce qu'on entendait sur beaucoup de drafts, notamment lorsque on a parlé avec j'en profite, on a parlé avec Victor Roulier des Eagles et qui nous parlait notamment c'est Jeremiah Trotter. Son nom au 5e tour, qui était considéré comme une steal par certains et comme un reach par d'autres. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de consensus au niveau des linebackers. Non, souvent les mecs disaient c'est des bons bébés, c'est des gros profils physiques, mais un linebacker il a aussi besoin de jouer avec sa tête. Et beaucoup trouvaient qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient une vraie intelligence de jeu, un vrai QI football pour le poste. Ouais. Mais voilà, nous en fait t'as Logan Wilson et Jermaine Pratt, et derrière ton option numéro 3 c'est Hakeem Davis-Gaither qui est très 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 moyen, quoi, qui a fait une saison très très moyenne. Donc t'en as un qui se blesse, t'as pas vraiment de mecs pour remplacer. GG, autre chose sur cette draft? Non, je crois que j'ai assez tapé sur la majorité des sélections, mais ouais, je reste perplexe. J'ai l'impression que la draft n'est pas totalement alignée avec ce que sont les objectifs réels de l'équipe. Stéphane, autre chose à rajouter sur la draft? Ouais, juste un truc. Potentielle bonne surprise. Josh Newton. Un nouveau corner. Ouais, mais c'est pas un corner extérieur a priori. Ce serait plus un corner dans le slot. Si j'ai bien lu et si je me suis bien souvenu, gros playmaker apparemment à TCU, beaucoup d'interceptions. Donc entre lui et Stone, ça peut, quand tu vas lancer au milieu du terrain, ça peut vite être dangereux. Et surtout, potentielle bonne surprise, attention au petit centre qui a été drafté en dernier là, Matt Lee. Ouais, qui a priori était très 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 bien coté. Et qui a chuté pour je ne sais quelle raison, mais qui dans certaines analyses avait des stats qui étaient meilleures que celles de celui d'Oregon qui a été pris au deuxième tour, je crois. Jackson Powers Johnson. Johnson Powers. Jackson Powers Johnson, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Le triple nom avec un Powers au milieu, quoi. Ouais, voilà. Donc, bon, il jouera pas, Matt Lee. Le titulaire, c'est Karras. Mais voilà, peut-être que dans 2-3 ans, ce sera notre centre et puis on se dira, bah tiens, lui, finalement, il était bon, quoi. Jackson Powers Johnson. Il est tombé parce que c'est un centre, globalement. Ouais, oui, c'est pas un poste très sexy. Et puis, mais ouais, quand son nom est sorti, on a vu des articles sortir d'analystes qui disaient que c'était un bon petit choix en fin de draft. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça, j'imagine, quand t'es au 7e tour, le dernier jour de ta draft, et là, on va est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'écoute, et là, du positif. Quand t'es arraché après 3 jours ou 3 nuits blanches, enfin 2 nuits blanches et demie, et tu dis vivement que ça se termine. Je comprends. Et après, t'es là en mode, quand est-ce que ça reprend? Ouais, voilà, c'est ça. Non, puis surtout, on avait quand même eu des choix qui s'enchaînaient, qui étaient assez moyens. Je veux dire, il y avait rien de sexy entre Eric Hall et Cedric Johnson. On s'est pas non plus levé en disant « Oh, c'est génial !» Ouais. Donc, voilà. Je comprends. Vous avez donc fait 9-8 la saison dernière, dernier de division. Cette année, on espère que ça fait mieux, j'imagine. Avant de voir 2024, est-ce que tu considères que les besoins de free agency les besoins tout court ont été comblés lors de l'off-season, de manière assez globale?
De manière globale, oui. Le seul regret, c'est le poste de running back. GG, t'es d'accord avec ça? Je trouve qu'en termes de profondeur, oui, ça répondait à des vrais quelques trous qu'il y avait dans l'équipe. J'ai quand même l'impression qu'avant cette intersaison, tu avais envie de maintenir un certain niveau de talent dans l'effectif. Et je ne suis pas certain que là, tout de suite, en semaine 1, on ait un niveau de talent similaire à celui des 2-3 dernières années. Je parle pas que de l'année dernière parce que saison tronquée, mais ça me pose un peu question, quoi. Je suis pas certain que l'effectif soit aussi talentueux, mais oui, il est plus complet en tout cas. T'es un peu chiffon. Ouais, parce que encore une fois, c'est dans cette logique de, pour moi, les Bengals, ça joue le titre, rien d'autre, et ça avait très bien commencé avec une belle free agency, et je reste sur ma fin avec cette draft, même si dans la logique, t'as aussi envie de dire que la draft est entre guillemets, et je mets des gros guillemets, moins importante que la free agency chez un contender qui est plus censé se renforcer avec des joueurs référencés qu'avec des jeunes qui ont forcément un peu de travail et d'expérience à acquérir. Totalement. GG, tu me fais une très bonne transition sur la saison 2024. Comme j'ai dit, 9-8, pas de playoff. Où est-ce que tu les vois en 2024? Est-ce que tu les vois mieux? Est-ce que tu les vois pareil? Est-ce que tu les vois moins bien? Ou est-ce que tu les vois en 2024? Je les vois avec un meilleur bilan, mais surtout parce que le calendrier en dehors de la division est pas non plus insurmontable. J'ai l'impression que les matchs s'enchaînent bien. J'ai essayé de me faire plusieurs scénarios dans ma tête. J'ai l'impression que s'il n'y a pas de blessure, bien sûr, parce qu'il y a toujours cet impondérable qu'on ne peut pas anticiper, mais s'il n'y a pas de blessure, c'est facile entre 10 et 12 victoires. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Stéphane? Ouais, avant de commencer l'enregistrement, je regardais le calendrier, j'étais à 12-5. Donc, ouais, mon scénario le plus courant, c'était 11-6. Donc, ouais, j'étais entre 11-6 et 12-5. Mais en 11-6, tu vois, je laissais des matchs en route en me disant, je suis pas sûr, etc. Mais le problème, c'est que si on fait comme l'année dernière, on va perdre des matchs de merde contre des équipes pourries. Et puis, faut pas oublier que l'année dernière, on a quand même été une des équipes qui allait taper les Niners à San Francisco, quoi. Ouais. Et on a tapé les Vikings, on a fait, mais derrière, t'es capable de perdre contre les Titans, t'es capable de perdre contre des équipes qui ont fait des saisons très mauvaises, quoi. Je suis désolé, Jérôme. Hein, mais... Non, mais la balle perdue. On peut perdre contre des équipes kata, comme les Titans. On aurait pu perdre contre Arizona aussi en week 4 ou 5, je sais plus. Enfin... Cette balle était bien méritée, mais je vais la rendre, parce que si je vois une belle saison régulière, je disais au début que la fenêtre était encore ouverte, mais pour les chances de titre, en revanche, moi je suis déjà très peu optimiste. J'ai l'impression que oui, la fenêtre est là, oui, elle est ouverte, j'ai quand même l'impression qu'elle est moins grande qu'avant, et que certaines décisions clés ont été entre guillemets mal gérées, et je trouve que le cas T. Higgins est le plus marquant. Enfin, le mec, ça fait 1 an et demi qu'il a plus du tout envie de jouer, ça ferait longtemps qu'il devrait plus être dans l'effectif, et en fait c'est des petites choses comme ça qui mises bout à bout me laissent perplexe. Je trouve que dans les sports américains, soit tu montes et au bout d'un moment tu prends ton shot et ça marche, soit la fenêtre elle se referme parce que t'as raté les grosses décisions, et en fait c'est hyper dur de la rouvrir. Ouais, non, mais c'est possible, hein. Je veux dire, c'est largement possible ce que tu dis. L'avenir le dira. Dans le calendrier, les 4 premières rencontres, tu disais que c'était possible de perdre contre des équipes kata. Tu joues contre le 3e, tu joues contre le 3e pick en semaine 1, tu joues contre le 2e pick en semaine 3, tu joues contre le 1er pick en semaine 4, au niveau des bilans en tout cas, puisque tu joues New England, Washington, Carolina. C'est vrai que si t'en perds un de ceux-là, t'auras un peu du mal, parce qu'au plus au milieu t'as Kansas City, donc vraiment changement complet de mentalité entre 2 matchs chez eux. Voilà. Après, faut voir, Kansas City, ils font pas une intersaison rêvée non plus. Hein. C'est vrai, mais ça reste entre tous les mecs qui ont fini en tôle et. Oui, c'est vrai. Et ceux qu'on sait pas encore, qui vont finir en tôle d'ici 2 semaines. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas non plus la folie. Mais bon, après, c'est tellement solide sur les bases que ce sera pas une part de plaisir d'aller jouer là-bas.
Mais on est quand même l'équipe qui arrive à le plus les ennuyer sur les 3 dernières saisons. C'est vrai. On va dire que la première équipe qui est un peu milieu et pas dans les extrêmes, c'est Las Vegas en semaine 9. Parce qu'avant, du coup, on a dit toutes les équipes. Après, t'as Baltimore, New York. T'as Philadelphie en 8, hein. Ouais, mais Philly, c'est un peu dans les grosses équipes, je veux dire. Ah, pardon, oui, pardon. Ouais, et Las Vegas, c'est pas une grosse équipe, c'est pas une équipe cata. Bon, on verra quand on en a déjà parlé, on a déjà fait leur bilan, donc on va peut-être pas en dire plus sur eux. Mais c'est vrai que 11 ou 12 victoires, ça me paraît correct. Et comme je disais au début d'épisode, hein, c'est le bilan dans la division qui, je pense, va faire une grosse partie de ton score. Ça va pas être plus simple hein, dans cette division. Les Steelers, les gars sont en positif tout le temps. Et là, tu leur rajoutes 2 QB où tu te dis, il y en a bien où ça va cliquer. Donc c'est un peu flippant. Les Browns sont censés retrouver un QB titulaire sur ses 2 jambes et ont quand même une ligne. Ouais, et ont quand même une ligne et une défense. Je crois tous leurs titulaires l'année dernière sur la ligne. Ouais. Et les Ravens, je les vois mal chuter comme ça. Donc ouais, les matchs dans la division seront encore plus importants cette année, quoi, parce que potentiellement tu vas te retrouver à égalité. Et j'ai même envie de dire les matchs dans les matchs dans la conférence, parce que si t'arrives à ce plancher que je vois vraiment pas en dessous des 9 ou 10 victoires, mais qu'avec tes 9 ou 10 victoires, je sais pas, t'es à égalité par hasard, par exemple avec les Titans, vaut mieux les avoir battus dans la saison. Je dis les Titans par hasard, bien sûr. Hein, par hasard, non mais tout à fait. Et qu'on se joue d'ailleurs en week 15. En week 15. Le retour des anciens... Enfin non, c'est nous qui allons vous rendre visite d'ailleurs. Ouais. On sera peut-être déjà en train de tanker pour la saison prochaine. Après, moi je dis attention aux Ravens, hein. Ils ont perdu du monde. Hein. Ouais. Ils ont perdu leur coach défensif, je crois qu'ils ont perdu le coach des defensive backs. Ils ont perdu des joueurs. Ils ont pas forcément... Enfin, si, ils ont Hunter Henry, mais... Il a bien signé là-bas, Hunter Henry. Derrick Henry. Ouais. Excusez-moi. Oui, c'est vrai que Derrick Henry, derrière cette O-line, franchement, je sais pas si j'en fais des rêves ou des cauchemars, mais ça m'évoque des images violentes. Stéphane, il est encore trop dans ses tight ends, là. Il est là. Je vois qu'il met des touchdowns en red zone. Donnez-moi Hunter Henry. Non, ouais, tout à... Ils s'appellent tous pareil, ils m'énervent. Entre les Johnson, les Jackson, Imagine Jackson Powers Johnson, alors lui... il cumule. Non, pour Pittsburgh, on va voir, parce qu'on dit quand même que quand t'as 2 QB, t'as pas de QB. Ouais. Donc, à voir ce qui va se passer. Moi, c'est Cleveland qui m'intrigue. Ouais, non, mais parce que Pittsburgh, avant, ils avaient Kenny Pickett, ils avaient un QB, mais pas de QB, donc je pense qu'ils sont très contents de savoir que Justin Fields en QB2 est déjà meilleur que Kenny Pickett, quoi. Le grade est tellement énorme que... C'est clair. C'est pas faux. Non, ils ont un très bon coach, surtout. Ouais, qui est pas assez reconnu, mais ça on aura le temps d'en parler lorsqu'on parlera des Steelers bientôt. Ce sera pas le prochain épisode, puisque le prochain épisode on parlera des Bears, normalement, des Bears ou des Bucks, on verra. Normalement on enregistre l'épisode le même jour, donc ce sera Bears ou Bucks, probablement Bears. Et j'en profite, Stéphane, pour te remercier. Merci encore d'avoir fait l'épisode. Permets-toi. Merci beaucoup. Je me permets juste, sur la prochaine saison, j'attends impatiemment de voir la saison 2 d'Iosivas. Ouais, en wide receiver. Totalement d'accord. Un de mes chouchous. Qui peut être une très très belle surprise. Voilà. Je voulais juste terminer par ça et puis vous remercier surtout. C'est grand plaisir. Merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à l'appel. Ça fait très plaisir. Merci GG d'avoir refait une équipe AFC. La prochaine fois qu'on te verra, c'est pour une équipe NFC. Ouais. Ah, comme quoi, il y en a qui ont de la chance. Ça arrive. Sans trop spoiler, inviter les privilèges des anciens du podcast. C'est ça. Cuit. Super, merci GG, merci Stéphane. On se retrouve du coup dans 2 jours pour le prochain épisode qui sera soit les Bears, soit les Bucks. On verra quand on aura enregistré le premier, probablement les Bears. On verra. N'oubliez pas de nous suivre partout, le front office, et de vous abonner comme on disait en début d'épisode. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous donne de la force.
Je vous souhaite du coup à tous une bonne journée. Merci d'avoir écouté l'épisode. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit et vive le football.